Bonjour à tous. Nous continuons notre trilogie que, après avoir vu toute l'histoire d'Armand David, le père David, nous allons nous intéresser, grâce à Dominique Évrard, au père Delavet, qui est né en 1834 et qui est mort en Chine le 31 décembre 1895. Jean-Marie Delavet est un prêtre missionnaire encore des missions étrangères de Paris, botaniste et grand collectionneur de nouvelles espèces de plantes en Chine. Il va rassembler une des collections botaniques les plus importantes de la fin du XIXe siècle au travers de ses missions en Chine entre 1867 et 1895 pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et vous allez découvrir dans cet exposé les très nombreuses espèces qui lui ont été dédiées. Je donne la parole à Dominique Évrard. Alors, cette histoire d'Armand David, dont je vous ai conté les péripéties, amène à se poser deux questions. Il n'a pas ramené de plantes, David. Il a ramené des graines et des échantillons d'herbiers. Ces échantillons d'herbiers qui se trouvent au muséum à Paris. Alors, que deviennent ces graines et ces planches d'herbier? Tous les spécimens collectés vont arriver à Paris sous forme donc de plantes sèches et il faut au moins 4 mois pour faire le voyage et les conditions de navigation sont difficiles. Donc des plantes vivantes, 4 mois, l'eau de mer, les vents, les intempéries, etc. Il y avait de la casse, hein. Quand il arrivait au port, à Nantes généralement, les plantes vivantes étaient pour la plupart mortes. Les graines vont passer pour la plupart entre les mains de Maurice de Villemorin, qui vient de créer l'arboretum des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, et ce sont l'étude des cahiers d'entrée des Barres qui apportent des éclaircissements sur le chemin parcouru par ces graines. Tous les herbiers, par contre, vont aller au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a été créé en 1953 et qui est l'un des plus grands herbiers du monde, avec plus de 8 millions de planches d'herbier. Et plus de 100 000 de ces planches d'herbier sont apportées au seul crédit des prêtres des missions étrangères de Paris. Beaucoup de botanistes viennent au muséum à Paris pour voir ces planches d'herbier. Lorsqu'ils font des revisions d'un genre, par exemple, ils reprennent un genre, les corydallis par exemple, et ils vont tout revoir la nomenclature, tout revoir les descriptions, etc. Ce sont des travaux qui peuvent durer une vie entière et ils vont avoir besoin donc de regarder ces herbiers qui sont souvent ce qu'on appelle des types nomenclaturaux, c'est-à-dire un type nomenclatural, c'est la plante à partir de laquelle on a fait la description initiale de la plante. Et ça, c'est un géranium qui a été c'est un herbier de l'abbé dont je vais vous parler. Alors, les descriptions, à partir de ces planches d'herbier, on fait des descriptions botaniques et les descriptions botaniques sont faites au muséum par un monsieur très très important qui s'appelle Adrien Franchet, qui est un bonhomme un petit peu jovial, courtois, érudit, acharné de travail. Il y avait une seule lumière qui brûlait la nuit au muséum à Paris à cette époque-là, c'était celle du bureau d'Adrien Franchet. Il va écrire, par exemple, 3 volumes sur les plantes du Tibet oriental découvertes par David, Planta davidiana. Il va écrire également sur la baie de la Baie, voilà la baie de la Baie, plusieurs livres. Toutes les descriptions sont faites en latin et elles sont hyper pertinentes. Et c'est lui qui nomme donc le nom, qui donne le nom des plantes. Alors, notre ami Jean-Marie Delavet est né en 1834 au V, donc en Savoie. Il est mort en 1895. Et il a passé donc au Yunnan en Chine de 1867 à 1995, où il est mort. Donc, le père Delavet quitte la France en 1867, pour diriger pendant 14 ans les districts de Louis-Tchéou, où il s'active à rattacher les femmes anamites enlevées et vendues par les Chinois. Il revient en 1881 et là, il va rencontrer Armand David. Vous imaginez un petit peu David et Delavet autour d'une bière au Café de Flore à Paris. Donc David réussit à convaincre Delavet de collecter pour le muséum. Or, on sait très peu de choses de cet entretien, mais on sait que Delavet était très admiratif des travaux, des écrits d'Armand David, et les publications qu'en avait fait Adrien Franchet va susciter l'enthousiasme de Delavet. Les planches d'herbier de Delavet sont également remarquables parce qu'il prélève
il prélève, chose peu fréquente, fruits, fleurs, souvent racines. Il note avec soin sur toutes les étiquettes le lieu, l'altitude, la couleur des fleurs, le terrain, et bien sûr toujours un numéro de collecte. Et c'est toujours très émouvant d'avoir ces planches d'herbier entre les mains. Delahaye va quitter aussitôt la France en 1881 pour Shanghai, puis il arrive en juin 1882 à Dali aujourd'hui, qui est une petite ville au bord de ce lac, Rai, et le Kanshan. Shan en chinois, ça veut dire montagne, donc montagne Kang, où il va s'établir, donc dans cette région-là, à 65 km de Dali, dans un petit village qui s'appelle Da Pingxi. Il va y rester pendant 9 ans. Le climat est subtropical avec des températures estivales de l'ordre de 40 degrés à 1000 mètres d'altitude. Il va devoir monter à au moins 2000 mètres pour trouver des plantes capables de s'acclimater à nos climats. Et juste au-dessus, vous voyez un petit peu les paysages de cette région-là. C'est un petit peu au-dessus du village où il va découvrir Rhododendron arboreum, subespèce de la veille, dont l'écorce est utilisée pour traiter les toux. Primula poissoni. Il a trouvé cette prime vert, entre autres, qui est une prime vert à étage. On les trouve, ces primes verts-là, on les voit surtout au Japon. Elle n'est pas de culture facile. J'ai eu des graines par la Hardy Plant Society il y a une dizaine d'années à peu près. J'en avais donné à un pépiniériste compétent, toujours le même, près de Fougères, et il l'a perdu également. Moi, je l'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. C'est très difficile, les primes verts à cultiver. C'est une très, très jolie prime vert. Je l'ai vu fleurir une fois dans mon jardin. Alors, le père de David est basé donc dans ce petit village. Il va y séjourner 9 ans dans un territoire d'environ 400 km², soit 100 km du nord au sud. Et le chiffre des spécimens envoyés dépasse 200 000. C'est énorme. 200 000 herbiers, hein. Il y a pratiquement 80 000 espèces qui n'étaient pas décrites antérieurement. Donc tout ça arrive au muséum. Le nombre des espèces, phanérogames ou cryptogames, est supérieur à 4 000. Et fait surprenant en botanique, celui des espèces nouvelles n'est pas inférieur à 4 000 environ. On ne sait pas exactement parce qu'il n'y a jamais eu un chiffrage précis. Donc, je vous ai parlé d'un rhodo tout à l'heure, rhododendron arboreum, subespèce de la veille. Et il va monter sur ce mont Émeille au moins 30 fois. Les Chinois ne voulaient même pas l'accompagner tellement c'était difficile de monter en haut de ce sommet. Aujourd'hui, il y a un téléphérique, ça facilite bien les choses. Mais il faut facilement 3 jours pour monter à pied pour monter au sommet, hein. Voilà le sommet du mont Émery, où il y a des petits rhodos. Et il se met à l'abri de ces rhodos pour herboriser. Et il trouve plein de plantes. Découvrir un autre corydalis, je vous ai montré tout à l'heure un corydalis, tout à l'heure lors de l'exposé précédent, un corydalis bleu qui avait été découvert par Armand David. Celui-là est un autre corydalis, Corydalis cheilanthifolia. Cheilanthifolia par analogie avec la forme des feuilles. Vous voyez les feuilles, on dirait des fougères. Dans le même secteur, il va découvrir aussi un très joli rhodo, rhododendron yunanensis, qui est un petit rhodo, pas haut, 1,50 m de haut à peu près, qui fleurit en avril-mai, blanc rosé ou rose lavande, qui est caduc et qui pousse dans des clairières de conifères, d'abies, de picéas, de pins, de chênes aussi. Trois autres rhodos qu'il découvre dans cette région-là. Ce ne sont pas des rhodos très difficiles à cultiver, mais qui ne sont pas très fréquents en culture. On peut les voir au jardin de Trévarès, dans le centre de la Bretagne. Ce sont des photos que j'ai faites à Trévarès, justement. Ce sont des bonnes plantes, de très, très bonnes plantes. Alors, il va découvrir également une plante qui est assez mythique dans la région des Kanshan, un bulbe, c'est un bulbe. Je suis persuadé que personne ne connaît cette plante. Nomocaris pardentina. C'est un bulbe qui ressemble à une fritillaire tout en ressemblant à un lys. On ne sait pas très bien à l'époque. Nomocaris pardentina pousse à 3-4 000 mètres d'altitude en bordure de forêt. Donc dans des sols bien drainés, riches en humus et dans
des endroits où les hivers sont très, très, très froids, longs, avec beaucoup de neige, et vous savez que sous la neige, il ne gèle pas. Alors c'est pour ça, c'est une plante qui n'est pas facile à cultiver. Dans les serres de Kew Garden, ils réussissent à les cultiver. Et il y a un autre Nomocaris qu'il a découvert aussi, qui est encore plus beau, qui s'appelle Aperta. Je connais aucun pépiniériste qui cultive ce genre de plante. Alors, dans la région, un petit peu au nord, à 100 km au nord, tout ça à pied, bien sûr, dans la région de Lijiang, qui est une très, très jolie ville. Si vous allez au Yunnan, en Chine, vous passerez automatiquement par Lijiang. C'est la Venise de la Chine. C'est très, très, très beau. Il va explorer donc les vallées de cette région-là. Donc, vous voyez le milieu dans lequel il va crapahuter. Et dans les Jet Dragon Snow Mountain en particulier, dominé par le mont Sanxi-dou, qui culmine à près de 6 000 mètres d'altitude. Les paysages sont vraiment absolument somptueux. Et c'est pas mal, hein, d'herboriser dans ces régions-là. On dirait des piscines naturelles. Il va décrire un picéa qui s'appelle Liclangensis, que l'on peut voir dans certains jardins botaniques. Je pense qu'à Lyon et à Ouespelard, ils en ont. Et puis les fameux méconopsis. Vous connaissez les méconopsis? Ce sont les pavots. Le plus connu est Meconopsis betonicifolia, qui est une plante acultivable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y en a bien d'autres Meconopsis. Integrifolia. Vous voyez dans les conditions dans lesquelles ça pousse, milieu très riche, le sol est très riche en profondeur, recouvert de cailloux. Donc le collet de la plante est toujours au sec et sur des pentes. Donc l'eau ne stagne pas. Un autre Meconopsis qui a été nommé en son honneur, de la Bailly, beaucoup plus petit, et puis le fameux et mythique Meconopsis betonicifolia, qui lui meurt lorsqu'il a fleuri. C'est une plante qu'on dit monocarpique, là prise dans son milieu naturel. C'est extraordinaire de tomber là-dessus dans la nature. Alors pourquoi ce Meconopsis est incultivable? Parce que il n'y a qu'en Angleterre, au Jardin botanique d'Édimbourg, à Kew, où ils arrivent à le cultiver, où il se naturalise d'ailleurs. À Édimbourg, il se naturalise. Il ne faut pas planter cette plante. Il y a un autre Méconopsis qui est beaucoup plus facile parce qu'il n'est pas monocarpique, donc il ne meurt pas après la floraison. Il est vraiment vivace. Ces Méconopsis grandissent. Ce sont des plantes qui font 1 mètre de haut à peu près. C'est extraordinaire. C'est très, 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 très belle plante. Il va découvrir aussi une pivoine arbustive qui s'appelle de la Vaillie. Ça fait 1,50 m, 2 mètres de haut à peu près, hein. Il y a une forme jaune qui s'appelle l'UTA, la floraison en coupe, voilà l'UTA. C'est pas hyper spectaculaire, mais c'est très sympa d'avoir ça dans son jardin. Voilà, Paeonia lutea. Un Thalictrum de l'Avaï. Vous connaissez, c'est les thalictrums qui sont des plantes vivaces. Il y en a des tout petits qui font 5-10 cm de haut et d'autres qui font 2 mètres de haut à peu près. Floraison de printemps, petite étoile, c'est très très mignon. C'est très féminin. Un magnolia, une splendeur, énorme fleur, hyper parfumée, pas hyper rustique. Il y a un très bel exemple au Jardin botanique de Lyon, sur la façade d'un bâtiment, couvert de fleurs. La photo de droite a été prise à Lyon, justement. Et à gauche, le monsieur qui tient la feuille du magnolia de l'Avaï dans son milieu naturel s'appelle Christian Monet. C'est un grand, grand voyageur. Il ramène plein de plantes. Il est passionné d'Araliacées. Ben voilà une Araliacée. Schefflera de l'Avaï. C'est les nouvelles plantes à la mode. Milieu relativement frais, très, très, très riche. Des plantes qui peuvent atteindre 3, 4, 5 mètres de haut à peu près. On mettait ça nos grands-mères mettaient ça les utilisaient comme plantes d'intérieur. Un très joli Philadelphus de l'Avaï. Souvent, ce qui est vendu comme Philadelphus de l'Avaï n'est pas de l'Avaï. Très parfumé, hyper parfumé cette plante. Une Deutzia, purpurascens et calicosa, purpurascens en haut, calicosa. Moi, je vous invite vraiment à mettre dans le jardin avec des Deutzia, parce il y en a plein. Généralement, ils sont blancs avec des cœurs plus ou moins foncés.
Mais ce sont des plantes hyper généreuses qui fleurissent énormément au printemps, au début du printemps, couverts de fleurs. Dans les jardins, c'est des très, très, très bonnes plantes. Alors, comme ce sont des plantes qui fleurissent au printemps, la taille se fait après la floraison, donc avant l'été. Un iris, de la baillie. Alors, je ne vois pas très bien la différence avec certains autres iris, Sibérica, etc., prise dans son milieu naturel. Une prime vert, très joli vert, pas trop difficile à cultiver. Primula vialii. Elle a été nommée par Adrien Franchet Vialii en l'honneur de l'abbé Vial, qui a herborisé la fin de sa vie avec de Lavey lors de la fin de la vie de Lavey. Milieu frais, mi-ombre, voilà. C'est une espèce botanique, hein. Un prunus très 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 connu, Prunus cerula, dont il existe aujourd'hui un cultivar qui est encore plus beau, qui s'appelle Jarreau. Alors vous voyez sur les deux photos, j'ai mis les deux photos pour montrer la, la différence qu'il peut y avoir d'un clone à un autre sur, sur une même espèce. Les fruits sont insignifiants, la floraison insignifiante, c'est l'écorce qui est très belle. Voilà le père de la baie. Toutes ces courses à travers ces régions l'ont complètement épuisé. Il est malade, son cœur est malade. Il rentre en France en 91, il a 57 ans, il n'est pas vieux. Il ne peut pas s'empêcher de retourner en Chine où il va mourir à Kunming. Merci beaucoup, Dominique. C'était encore une fois passionnant. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour le troisième volet de cette aventure botanique avec les missionnaires français.